Bienvenue sur la TFM, et bienvenue à tous les téléspectateurs qui suivent la télé Futur Média et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Serigne Bamba Gaye. Serigne Bamba Gaye est docteur en sciences politiques, spécialiste en analyse de politique publique et en relations internationales, ancien haut fonctionnaire ici au Sénégal et aux Nations Unies. Il a aussi enseigné à l'Université de Montréal en sciences politiques. Absolument, absolument. Voilà, M. Bamba Gaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Serigne Bamba Gaye, je voudrais bien dire. Le Sénégal aujourd'hui, on assiste à une situation politique qui semble assez confuse. Tout récemment, il y a Idrissa Seck qui a rencontré Abdoulaye Baldé, Pape Diop, Omar Sarr, Djiboka et Cheikh Bamba Dièye. Et ensuite, à Benno Bokk Yakaar, la situation semble assez confuse. Quelle analyse faites-vous de cette situation politique? Merci beaucoup, M. Alassane Samba Diop. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord vous féliciter pour le remarquable travail que vous êtes en train de mener au niveau des médias depuis plusieurs années. J'ai pu témoigner de la qualité professionnelle de ce que vous faites parce que lorsque j'étais à l'étranger, j'étais véritablement un de vos auditeurs les plus fidèles. Donc je tiens à vous remercier. Donc je vais répondre sur votre question. La situation politique au Sénégal est assez contrastée. Il y a deux tendances qui se dessinent. Il y a une tendance à l'union, une tendance au rapprochement au niveau des partis de l'opposition, et une tendance à la désunion avec Benno Bokk Yakaar. La première tendance se matérialise de plus en plus par des rencontres informelles ou formelles entre les différents partis d'opposition gravitent autour du PDS et autour de Rewmi pour essayer en fait de trouver des convergences leur permettant de bâtir ce qu'ils appellent une alternative crédible pour faire face au gouvernement et au président Macky Sall en 2017. Ce qu'on peut dire de cela, c'est que véritablement, en fait, cette tendance vers l'union est une tendance qui, grosso modo, se décline à travers trois paramètres. Le premier paramètre, c'est en fait de trouver un dénominateur commun sur ce qui peut en fait être des éléments de ralliement. L'autre élément, c'est aussi de trouver une espèce de programme, ils ne sont pas encore arrivés là-bas, pour dire on s'oppose sur quoi et voici ce que nous proposons au Sénégal. Le troisième élément, c'est essentiellement comment s'organiser vers les prochaines échéances électorales en 2017, si tant est qu'il y aura des élections présidentielles en 2017. Mais le constat au Sénégal, ce n'est pas la première fois que l'opposition tente de se réunir autour d'une coalition. On a vu ce qui s'est passé en 2012 avec Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse. Comment ça s'est fini après? Il a fallu qu'il y ait un deuxième tour, qu'il y ait Benno Bokk Yakaar. Est-ce que vous pensez que les ténors de l'opposition aujourd'hui réunis dans ce qu'ils appellent une coalition qui est en gestation, il est possible que chacun puisse laisser son ego pour permettre à l'un d'eux d'être en avant? Oui, ça c'est la question essentielle, la question centrale. Est-ce qu'il n'y aura pas une crise de leadership, une crise d'ego? Je pense que pour le moment, ils ne sont pas encore arrivés là. Il y a un problème de réel politique. C'est que s'il y a une tendance lourde au Sénégal depuis plusieurs années, aucun parti à lui seul ne peut gagner les élections. Donc il faut bâtir des coalitions. Ça, c'est une tendance lourde que les chefs de l'opposition, le veuillent ou non, ils sont obligés de s'entendre pour créer une coalition ou des pôles leur permettant, dans la perspective d'un second tour, de s'unir pour faire face en fait au président sortant. Donc ça, c'est la réelle politique. Ils sont obligés. Ça, c'est une loi en fait de la vie politique sénégalaise. Aucun parti politique à lui seul ne peut gagner les élections. Mais à l'heure du choix de celui qui doit porter la contradiction au président, souvent il y a des fissures. Il y a des fissures. Je pense que vous avez raison. En 2012, Benno Siggil Sénégal a éclaté en deux pôles. Benno avec Tanor et Benno avec Moustapha Niasse. Et nous connaissons le résultat que ça a donné. Mais au deuxième tour, tous ces leaders de partis se sont coalisés autour du président Macky Sall et celui-ci a défait le président Abdoulaye Wade. Je pense que ça, c'est une démarche tout à fait naturelle.
candidat. On ne peut pas dire aux gens il faut taire vos égos, votre leadership. Il n'y aura pas de crise de leadership, mais en définitive, en fait, ce qui les intéresse, c'est de ratisser large, c'est tout à fait normal, créer une coalition, dire aux Sénégalais voici l'alternative. Ça, c'est la première tendance que je note. La seconde tendance que je note, c'est qu'au moment où l'opposition est dans une dynamique d'union, la majorité présidentielle est dans une dynamique de désunion. Tout semble croire qu'on est dans une implosion programmée de Benno Bokk Yakaar. À l'évidence, depuis un certain temps, il y a deux points en fait de déchirement qu'on note au niveau de cette coalition. Le premier point, c'est autour de la question de la candidature unique au sein de Benno Bokk Yakaar. Et là, il n'y a pas un consensus. Des partis comme le PS ont dit très clairement, pour eux, ils auront leur candidat. Est-ce que ce n'était pas prévisible que dans oui, Benno Bokk Yakaar, il y ait ce problème-là parce qu'un parti politique a aspiration à diriger un pays? Vous avez raison, j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième point de fixation, c'est autour de la transhumance. Autour de la transhumance, je pense là également, certains partis ont réagi assez durement lorsque le président de la République semblait dire que son parti était ouvert à d'autres personnes qui voulaient venir le rejoindre. Et là, il y a en fait des points de friction. Mais en vérité, toute coalition apparaît à disparaître. Benno Bokk Yakaar est une coalition qui a été battue autour de la lutte contre le président Abdoulaye Wade. Après, ils ont gagné les élections. Il va sans dire qu'après avoir gouverné pendant des années, les rapports de force changent, les intérêts changent et chaque parti revient à sa culture originelle, c'est-à-dire la conquête du pouvoir. Et vous avez raison, devant les échéances qui sont en train de se dessiner, chaque parti dit maintenant, moi, je prétends à diriger le pays, la raison pour laquelle je pense qu'au rythme où vont les choses, Benno Bokk Yakaar va imploser. Le problème qui se pose, si Benno Bokk Yakaar implose, comment va se dessiner en fait les lignes de clivage au sein de la majorité en 2017? Est-ce que véritablement on va s'acheminer vers un pôle entre l'APR et l'AFP, avec à côté d'un pôle PS, LD et d'autres partis politiques? Donc je pense que ce délitement de Bokk Yakaar annonce une reconfiguration politique et les rapports de force, et les jeux sont ouverts pour 2017. Mais les partis qui sont dans Benno Bokk Yakaar, après 3 ans de gouvernance, quel discours peuvent-ils faire ou bien dire face aux électeurs, après avoir gouverné pendant 3 ans? Je pense qu'après avoir gouverné ensemble, il faudrait assumer ensemble le bilan. Je pense que ça, c'est un problème tout à fait logique. Nous avons gagné ensemble. Et comment l'électeur va se retrouver dans cette assumation du bilan, tout en voulant aussi prendre le pouvoir à la personne avec qui vous étiez ensemble en train de gouverner? Très bonne question, très bonne question. Si les partis politiques fonctionnent sur une logique de pouvoir, l'électeur, lui, en fait, va fonctionner sur une logique de bon sens. Il va sans dire qu'il y aura un choc des logiques entre un parti politique qui prétend, au nom en fait de ses intérêts, demander le suffrage des électeurs. Et l'électeur va dire, écoutez, nous on vous a vu à l'épreuve, on va juger sur pièce. Donc c'est ça véritablement le charme de l'élection, le choc entre la logique partisane et également la logique de l'électeur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment son problème a été réglé. S'il a été réglé, il va choisir la continuité. Si son problème n'est pas réglé, il va sanctionner. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'implosion programmée, comme vous l'avez dit, de Benno Bokk Yakaar, l'APR qui est au pouvoir, qui est un parti libéral, pourrait se rapprocher du PDS? Au Sénégal, en fait, tout est possible. Je pense que tout est possible. Je ne veux pas jouer au devin. Tout est possible. Le PDS est un parti en mutation. Je pense qu'une page est en train de s'ouvrir. Et dans le cadre, en fait, de ces mutations en cours, également dans le cadre aussi de l'évolution en cours au niveau de Benno Bokk Yakaar, tout est possible au Sénégal, tout est possible. Je pense que les prochains moments, on va voir à partir de comment les gens vont se rapprocher. Est-ce que véritablement ce sont des rapprochements programmatiques? On s'achemine vers les retrouvailles de la famille libérale? Ou bien est-ce que ce sera une autre majorité
groupe présidentiel qui va naître avec l'ajout d'éléments d'autres partis politiques, je pense que les jeux sont ouverts, mais tout laisse croire que également les lignes vont bouger et que les jours à venir, les mois à venir, on va s'acheminer vers également à des mutations qui seront véritablement les lignes de fracture en direction des élections de 2017. Dans des pays normaux, la politique c'est pour régler les problèmes des citoyens et l'économie est au cœur de la politique. Aujourd'hui, on voit de plus en plus l'installation entre guillemets du Maroc dans l'économie sénégalaise qui tient par exemple les banques, la France qui continue aujourd'hui à être présente dans l'économie sénégalaise. Quelle lecture peut-on en faire? Je pense qu'on est dans un monde ouvert et le Sénégal de plus en plus aura beaucoup de partenaires parce que le pays devient un pays attractif compte tenu de sa position géographique, compte tenu de sa stabilité politique, la qualité de ses ressources humaines et également de notre renommée à travers le monde. Je pense que ça c'est une très bonne chose, que le Sénégal puisse diversifier ses partenariats. Il fut un moment, le Sénégal, comme beaucoup de pays africains, était une chasse gardée de la France. Les choses ont évolué et depuis bientôt 15 ans, ce n'est pas seulement le Sénégal, mais l'Afrique de manière générale s'ouvre au monde et de nouveaux partenaires sont en train d'émerger. Pour répondre à votre question, le Maroc, je pense que le Maroc est un cas d'école. Depuis l'avènement du roi Mohamed VI au pouvoir, il y a de cela bientôt plus de 10 ans, le Maroc a battu, est en train de mettre sur pied une stratégie au plan économique. La première stratégie, c'est pour attirer les délocalisations. C'est la raison pour laquelle beaucoup de compagnies européennes, asiatiques s'installent au Maroc, notamment dans la zone de Tanger. D'abord parce que la main-d'œuvre est bon marché et les ressources humaines sont bien formées. Et la deuxième stratégie, c'est que le Maroc est en train de s'ouvrir vers le sud du continent, vers l'Afrique subsaharienne. Et de ce point de vue, le Sénégal est un des points de concentration de la stratégie de déploiement du Maroc en Afrique. On voit que les Marocains sont présents dans notre pays au niveau des banques, au niveau des services, au niveau du bâtiment. Et les assurances, c'est la même tendance qu'on observe quand je voyage dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, etc., le Gabon. Donc tout ceci pour dire que le Maroc trouve un avantage en investissant en Afrique. Le Maroc a investi 1,5 milliard d'euros en Afrique subsaharienne en 5 ans. C'est énorme. C'est 50% des... Mais si la stratégie marocaine a pu prospérer, c'est parce qu'elle s'est faite sur la longue durée. On a vu qu'au Maroc, c'est une royauté. D'ailleurs, beaucoup de pays qui ont eu un taux de croissance émergent, c'est des pays dits dirigés par une sorte de dictature. La question que vous soulevez, tous ces pays qui émergent, c'est des pays en fait qui ont un très bon leadership. Et il y a un consensus national sur les intérêts du pays. Mais il n'y a pas 258 partis politiques là-bas. Hein? Non, ça c'est vraiment du folklore. C'est du folklore. Je pense qu'un pays sérieux ne peut avoir 250 partis. Il faut vraiment réformer ça. On peut y revenir une prochaine fois. Pour revenir à votre question, un pays a besoin de défendre ses intérêts. Il faut bâtir des consensus à l'intérieur de la nation pour qu'au-delà des clivages, on s'accorde à dire voici là où l'intérêt du pays. Mais la preuve, l'armée sénégalaise doit aller en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de consensus autour de la question. Chacun veut donner son point de vue. 13 millions de Sénégalais, 13 millions d'experts. C'est toutes les questions. Oui, ça je pense qu'il y a un problème de pédagogie à mener dans ce pays pour que les gens comprennent que en fait, les intérêts partisans sont secondaires par rapport aux intérêts du Sénégal. Je pense qu'il y a un travail pédagogique à faire. Il y a aussi le rôle des élites. Il faut que les élites puissent avoir un comportement qui est à la mesure des attentes des citoyens et que les élites puissent partout où elles sont montrer qu'elles sont là pour défendre les intérêts du pays et de l'Afrique. Tant qu'en fait cette posture n'est pas assumée, il va sans dire que le Sénégalais lambda va penser que ce qui se passe ne l'intéresse pas ou bien c'est toujours la continuation du jeu politicien alors que ces questions-là, c'est les questions centrales qui intéressent de devenir la nation. Est-ce que ce n'est pas cette fragilité justement dans le manque de consensus qu'il faut qu'aujourd'hui que la France et d'autres pays comme le Maroc viennent s'installer dans l'économie sénégalaise où les privés sénégalais eux-mêmes se sentent lésés en disant qu'on n'est pas associé. L'État leur dit quelque part, oui, on veut bien vous associer, mais avez-vous les moyens que les autres ont pour investir? Je pense qu'Alsan, tu as raison. Le Sénégal ne peut pas émerger si on n'a pas un secteur privé fort. Il faudrait véritablement aider nos secteurs privés à avoir les moyens nécessaires pour jouer sa partition
au niveau économique. Vous prenez le cas du Maroc. Si aujourd'hui le Maroc est en train de faire une pénétration réussie en Afrique subsaharienne, parce que cette stratégie repose sur des firmes et des compagnies marocaines. Donc il faut que nous puissions avoir un secteur privé fort. Tant qu'on n'aura pas un secteur privé fort, on ne pourra pas relever les défis qui se posent au niveau national en termes de création d'emplois, en termes de relèvement du taux de croissance, mais également en termes de développement économique et en termes de maillage territorial avec des pôles de développement. Mais comment créer ce secteur privé fort? Comment créer ce secteur privé fort? Je pense qu'il faut de bonnes politiques au niveau du secteur privé. Il faut mettre de bonnes politiques pour encourager le secteur privé à investir, à l'encadrer, également qu'il y ait des incitations permettant au secteur privé en fait de jouer son rôle et surtout de dire aux entreprises étrangères qui viennent investir, d'accord, vous allez investir, mais vous allez faire un transfert de compétences. Parce que si une entreprise étrangère vient dans notre pays, investit, alors qu'il n'y a pas un transfert de compétences, ce n'est pas bon. Nous devons toujours tirer les leçons de ce qui se passe en Asie, en Chine, à Singapour, en Inde, dans tous ces pays asiatiques. Quand une compagnie privée gagne des marchés, dans en fait les clauses du contrat, il faut nécessairement qu'il y ait un transfert de compétences pour renforcer les capacités nationales, pour permettre au privé national, après, de jouer son rôle. Oui, le président Abdoulaye Wade, quand il était au pouvoir, avait décidé de baisser la fiscalité sur les entreprises à 25%. Et c'était prévu que si les privés gagnent de l'argent, qu'ils réinvestissent. Au constat, les gens avaient constaté que la fiscalité avait baissé, mais il n'y a pas eu de réinvestissement. Oui, mais c'est une question complexe. Je pense que la question de l'investissement n'est pas seulement régie par la question de la baisse de la fiscalité. Il y a beaucoup d'autres paramètres liés à l'environnement des affaires, liés à la formation de la main-d'œuvre et surtout liés à notre compétitivité. Parce que si on a une monnaie qui est arrimée à l'euro, qui est très forte, on n'est pas compétitif. On n'est pas compétitif. Je pense que ce débat-là, il faut le poser. Est-ce que le Sénégal peut être un pays émergent avec une monnaie forte qu'on appelle arrimée à l'euro, des voix plus autorisées que la mienne se sont élevées. Récemment, le ministre togolais de la prospective et des politiques publiques a dit clairement que ce n'est pas possible et qu'il est temps que nous sortions en fait de ce cercle vicieux. Oui, de cercle vicieux, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir une politique d'émergence si on ne maîtrise pas notre politique monétaire. Ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le Sénégal doit avoir sa propre monnaie. Non, le Sénégal ne doit pas avoir sa propre monnaie. Ce serait une erreur. Il faudrait que nous puissions avoir une stratégie de sortie collective. Soit le Sénégal, comme tous les pays de l'UEMOA, quitte la zone franc pour battre leur monnaie, ou bien à l'intérieur de la zone franc, nous puissions faire les réformes nécessaires pour accompagner le mouvement d'émergence. Mais l'impression qu'on a, c'est que là, quand on parle de franc CFA, c'est une sorte de chiffon rouge pour nos chefs d'État. Oui. Personne ne peut poser ou n'ose poser ce débat. C'est vrai, au niveau de nos hommes politiques, c'est un sujet tabou. Mais je pense que fatalement, cette question va ressurgir et il faudra l'aborder avec beaucoup de responsabilité, moins de passion, parce que c'est véritablement le devenir de nos États qui est en jeu. On ne peut pas aujourd'hui mettre sur pied des politiques d'émergence si on n'a pas une bonne politique monétaire, si on ne maîtrise pas les leviers de notre monnaie, et en particulier si on n'est pas compétitif. Je pense que fatalement cette question va se poser. Peut-être aujourd'hui, elle n'est pas prise en considération dans le débat, sur le débat au niveau de l'émergence, mais elle va se poser. Je pense que la presse, les experts devront mettre sur la table cette question pour attirer l'attention des décideurs en disant « Écoutez, votre projet il est important, mais ce projet ne peut véritablement réussir tant qu'il n'y aura pas une politique monétaire que nous maîtrisons et que notre compétitivité puisse être une compétitivité qui tient la route avec une monnaie qui n'est pas surévaluée. » Ça, c'est le premier élément. Le second élément, quand on parle d'émergence au Sénégal et dans beaucoup de pays, on pense que l'émergence est une stratégie en solo. Oui, mais l'émergence doit être perçue dans une perspective régionale. Dans une perspective. Un pays ne peut pas émerger
dans un environnement instable, dans un environnement qui n'est pas normé économiquement. Si on regarde ce qui s'est passé en Asie, quand on parlait en fait des dragons asiatiques, des tigres asiatiques, ces pays ont émergé, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, parce qu'ils sont dans un environnement normé qui leur permet en fait d'avoir des économies d'échelle, de pouvoir entretenir en fait des liens privilégiés, ce qui fait que la croissance dans un pays A peut profiter dans un autre pays. Ça pose un débat concernant aujourd'hui la situation au Mali où il y a instabilité politique avec ce qui se passe là-bas avec les djihadistes, au Nigeria avec Boko Haram. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je comprends bien, c'est difficile de faire l'émergence si ces pays-là n'ont pas de stabilité. Ah, évidemment, le Sénégal ne peut pas être un pays émergent dans un environnement qui n'est pas stable, ce n'est pas possible. On ne peut pas véritablement émerger quand on est entouré d'États faibles, d'États narcotrafiquants, dans une zone sahélienne en turbulence. Je pense que la question de la sécurité est une question centrale et le prérequis pour qu'il y ait véritablement une stabilité au Sénégal, dans la sous-région, parce que véritablement ce qui est en jeu, c'est notre devenir collectif. Le devenir du Sénégal est intimement lié au devenir du Mali, au devenir du Niger, de la Côte d'Ivoire. Donc quand ces pays sont dans des zones de turbulence, il nous sera assez difficile de mener à bon escient des politiques gagnantes au plan économique social. Je pense que nous avons un défi à relever pour pacifier le Sahel, que les États qui nous entourent soient des États en fait bien gérés, pour qu'il y ait en fait un certain nombre d'échanges, de flux, d'interdépendance qui font que véritablement chacun gagne. Ce sera un partenariat gagnant. Sinon, le Sénégal à lui seul, la Côte d'Ivoire à lui seul, ne pourront pas véritablement être des exemples dans un océan à déperdition. Donc, est-ce que c'est ce qui explique l'intervention du Sénégal dans certaines opérations de maintien de la paix à travers le monde, surtout au Mali? Aujourd'hui, on parle du Yémen. Même si c'est vrai, le Yémen ou l'Arabie Saoudite, c'est très loin du Sénégal, mais on parle de monde ouvert aujourd'hui. Mais c'est vrai, je pense que le Sénégal a une tradition au plan international d'intervention dans les opérations de maintien de la paix. Ça, je pense que c'est notre avantage comparatif au niveau politique et diplomatique. Le Sénégal a pu bâtir un soft power au plan international à travers sa présence remarquée dans les opérations de maintien de la paix, au Congo, en République centrafricaine, au Darfour, en Haïti, partout et au Mali et en Côte d'Ivoire. Je pense que cela, c'est très important parce que le Sénégal participe au maintien de la paix au plan mondial, tel que prévu par le chapitre 6 des Nations Unies. Et le chapitre 7 donne véritablement aux Nations Unies prérogative d'utiliser la force, le cas échéant, pour maintenir la paix et la sécurité, ce qu'on a fait au Congo, au Mali, etc. Donc je pense que ça, c'est un consensus au Sénégal pour dire, écoutez, nous avons les moyens, les capacités pour le faire. Maintenant, le cas de l'Arabie saoudite est discutable. Je pense qu'il n'y a pas consensus parce que des experts sénégalais, beaucoup de personnes estiment que le Sénégal devrait inscrire son action au niveau du chapitre 7. Mais là, comme la décision est prise, nous prions pour que nos djambars puissent aller en Afrique du Sud et revenir sains et saufs. Mais en Arabie Saoudite. Mais de manière globale, ce qu'il faut retenir, je pense que nos interventions pour maintenir la paix doivent se faire à travers une démarche de cercle concentrique. Nous devons vraiment mettre l'accent sur notre environnement immédiat, faire en sorte que la bande sahélienne soit pacifiée, que l'Afrique de l'Ouest soit véritablement une région pacifiée, nous permettant en fait d'accompagner l'effort économique qui est en train de se faire. Un taux de croissance de près de 6% est prévu en 2015 en Afrique de l'Ouest. Donc si nous parvenons à mettre fin aux facteurs d'instabilité et de fragilité, je pense que nos ambitions pour l'alternance seront véritablement des ambitions qui vont triompher. Par contre, si ces facteurs d'instabilité vont perdurer, le Sénégal aura beau faire, mais nos efforts sont limités parce que, comme je le disais, l'émergence, c'est vrai, c'est au niveau national, mais aussi dans un contexte sous-régional. On ne peut émerger que collectivement en essayant de bâtir un certain nombre d'outils
permettant de lutter contre la pauvreté, de relever le niveau des ressources humaines, de travailler pour l'emploi, mais également qu'il y ait une sécurité permettant aux citoyens de vaquer à leur occupation et qu'il y ait la libre circulation des biens et des personnes au niveau de l'espace. Et l'intervention au Yémen ou en Arabie Saoudite, c'est selon. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la sortie du président de la République qui dit que la décision a été prise, on va y aller, on point, c'est tout? Oui, je pense que je le comprends, je comprends la décision. Je pense que lui-même a pris la décision, il veut en assumer la mise en œuvre. De ce point de vue, je pense qu'il ne peut pas se dédire. Ce qu'on aurait souhaité, c'est que cette intervention se fasse sous mandat du chapitre 7, c'est qu'il allait donner au Sénégal une plus grande stature pour maintenir la légalité internationale. Mais les choses étant ce qu'elles sont, je pense que le Sénégal va y aller. Espérons que nous ne serons pas les victimes d'enjeux collatéraux et que nos djambars, qui constituent le patrimoine national dans ces pays, puissent revenir sains et saufs après leur mission en Arabie Saoudite. Mais est-ce que vous comprenez les inquiétudes de certains qui disent que le fait d'intervenir dans ce conflit peut nous exposer? Ah oui, je pense que je comprends très bien les inquiétudes. On est dans un monde aujourd'hui où il y a une sorte de ce qu'on appelle les guerres asymétriques et les guerres nomades. Aucun pays n'est à l'abri, c'est pas possible. Aucun pays, un pays plus puissant que le Sénégal, les États-Unis ou d'autres pays comme la France en sont victimes. Donc à chaque fois qu'un pays sort en fait de sa zone et que dans des conflits où se mêlent guerre civile, où se mêlent terrorisme, etc., tout peut arriver. Je pense que c'est la nature de notre monde. On est dans un monde où véritablement la menace a changé, que cette menace est devenue beaucoup plus diffuse. Elle est une menace asymétrique et je pense que tous les pays qui aujourd'hui qui interviennent dans ce genre de conflit peuvent être exposés. Serigne Bamba Gaye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste en analyse de politique publique et relations internationales, que vous êtes consultant international, vous avez été fonctionnaire international ici au Sénégal et aux Nations Unies. Vous êtes aussi, avez été professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal au Canada. Vous avez travaillé un peu partout en Afrique. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez chez vous. Merci. Au revoir.